Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'école du futur. Je suis ravie de vous retrouver au programme de cette émission. On ouvre avec notre focus parce que bien utiliser les écrans, ça s'apprend en famille et au jour le jour. Le Clémy vous propose un nouvel épisode de votre série, La famille tout écran. Et puis, elle est avec moi en plateau pour vous partager son idée derrière la tech. C'est Ethanit Belaïch, bonjour. Bonjour Lisa. De quoi est-ce que vous nous parlez aujourd'hui ? Je vais vous parler de la triche à l'école à l'ère de l'intelligence artificielle. Bon, on découvre ça en milieu d'émission. Quant à notre sujet du jour, en France, un élève sur deux dit ne pas savoir vers quel métier s'orienter. Et pourtant, les choix d'orientation se résument à un mélange de stress, de hasard et d'un peu de Parcoursup. Alors face à ce constat, certains acteurs veulent changer la donne, à commencer par Sensei qui propose de transposer le bilan de compétences au monde scolaire. On en parle avec notre invité David Depay, fondateur de Sensei. Bonjour. Bonjour Lisa. On plongera dans l'univers de Sensei juste après. Mais avant ça, une petite parenthèse inspirante avec notre focus. Focus aujourd'hui sur une utilisation saine et maîtrisée du numérique dans les foyers. C'est avec notre partenaire Le Clémy et sa série La famille tout écran. On se retrouve tout de suite après votre nouvel épisode. De vous projeter dans le passé. Revenez quelques années en arrière, ce moment où il a fallu choisir ce que vous vouliez faire plus tard. Vous vous souvenez, les fiches métiers, les conseils parfois contradictoires, il a fallu choisir une filière, un métier, parfois sans même vraiment savoir pourquoi. Un problème transgénérationnel puisque c'est encore le cas aujourd'hui pour des milliers de lycéens. Alors comment les aider à mieux se connaître avant de choisir? On en parle dans la première partie du talk. Et pour m'accompagner en plateau aujourd'hui, David Depay, fondateur de Sensei. Alors pour commencer, David, on va faire simple. Qu'est-ce que Sensei pour les personnes qui ne vous connaissent pas, malgré vos 15 000 utilisateurs, ce qui est quand même le signe d'un certain succès? Alors Sensei, c'est un organisme qui est spécialisé dans la mobilité professionnelle. Donc en fait, notre mission, c'est d'aider les personnes à trouver le métier qui les fera vibrer, le métier qui est fait pour eux. On aide les gens à révéler leurs talents, à trouver leur marché et puis surtout à vendre leur expertise. Alors comment est née cette idée? Quel a été le déclic pour vous? En fait, on est un organisme de formation initialement et on s'est rendu compte que les gens, au-delà de savoir dans quelle formation, quelles compétences acquérir, ils avaient surtout besoin de savoir quoi faire. Où aller? C'est un peu ce brouillard finalement dans lequel sont la majorité des personnes qui nous a fait nous dire la formation n'est pas forcément la première solution. Il y a peut-être déjà un vrai point à faire avec les gens pour savoir où ils en sont, où est-ce qu'ils doivent aller, c'est-à-dire les orienter ou les réorienter quand ils sont déjà effectivement dans la vie active. Alors vous avez dédié un parcours spécifiquement pour le scolaire. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui, selon vous, dans le système actuel d'orientation quand on est à l'école ? Alors c'est une très grande question. Effectivement, aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises pour orienter les jeunes. Il y a le plan Avenir notamment qui a été mis en place ces dernières années avec une formation des professeurs principaux qui, eux, sont chargés d'orienter leurs élèves. Il y a aussi des psychologues de l'éducation nationale, les fameux PsyEN, et des conseillers d'orientation. Malheureusement, ils sont trop peu nombreux. Et même les professeurs principaux, il y en a qui vont vraiment s'attacher à cette mission qu'on leur confie, et d'autres peut-être un petit peu moins. Il y a beaucoup de disparités. Et peut-être que ce qu'on pourrait dire pour terminer sur le manquement, c'est que tous ces professionnels sont avant tout des professionnels éducatifs. Et en fait, pour beaucoup, je ne veux pas faire d'une généralité, mais pour beaucoup, ils sont décorrélés bien souvent des réalités du travail. Et donc finalement, il y a cette espèce de frontière qui est bloquante, parce qu'on a beau essayer d'orienter des jeunes, mais avec des outils qui ne sont pas forcément adaptés au marché du travail. En fait, les jeunes ne sont pas dans la réalité concrète et ont du mal à se projeter. Et justement, pour cette nouvelle génération, on évoque souvent une quête de sens dans le parcours scolaire et encore plus dans les choix professionnels. Mais comment définir finalement la quête de sens ? Très bonne question. Alors c'est vrai que nous, on a trouvé la réponse à cette question sur un dispositif qui est le bilan de compétences. C'est un dispositif aujourd'hui qui est prévu pour les actifs, c'est-à-dire des gens qui sont déjà dans le monde du travail. Mais on se rend compte, en ayant accompagné effectivement maintenant 20 000 personnes depuis 4 ans, que les gens ont vraiment besoin de savoir quelles sont leurs forces motrices. Et donc,
on va consacrer toute une partie de l'accompagnement à analyser qu'est-ce qui les aide à être motivés, à se lever pour aller au travail, à se lever le matin. Parce que finalement, on passe une grande partie de notre temps au travail, dans notre vie. Et donc, si on n'est pas motivé, en fait, on a beaucoup de mal à se projeter. Donc déjà, c'est le cœur du questionnement qui est appliqué au bilan de compétences et qui aide les gens à repartir. Et du coup, nous, on s'est dit, pourquoi pas cette méthodologie, trouver des cas d'application pour les jeunes, pour que d'ores et déjà, ils puissent partir sur un bon rail avec des forces motrices qui les aident à aller finalement sur un projet professionnel qui leur correspond et qui ait des débouchés. Alors bien évidemment, on va rentrer plus concrètement dans le détail de votre solution, mais avant ça, j'aimerais qu'on poursuive un petit peu sur cette jeune génération qui est aussi beaucoup plus flexible, qui craint moins de changer de voie à plusieurs reprises, qui n'imagine pas forcément une carrière fixe, qui fait entendre aussi ses revendications et privilégie peut-être plus le bien-être que ses aînés. Est-ce que cette nouvelle approche du travail, elle change aussi la manière d'aborder l'orientation ? Elle change forcément. Néanmoins, c'est les entreprises qui aujourd'hui s'adaptent de plus en plus parce que les entreprises doivent s'adapter aux conditions finalement qui vont leur être imposées par les futurs salariés. On observe cette tendance, cette évolution depuis ces dernières années. Finalement, la seule chose qui va manquer, c'est beaucoup de curiosité en réalité. Il faut inciter toutes les jeunes générations à être de plus en plus curieuses pour qu'elles puissent effectivement être dans l'action et s'intéresser à divers métiers. Alors pour revenir du coup sur ce bilan de compétences que vous avez retranscrit au niveau scolaire, quelles en sont les grandes étapes ? Alors, l'idée de ce bilan, en tout cas des propositions qu'on formule pour que ce bilan puisse être utilisé par des jeunes et par un grand nombre, c'est de reprendre la méthodologie qui est associée au bilan de compétences. Donc la première étape, ça va être toute une phase d'introspection. Comme je l'évoquais tout à l'heure, on va, par le biais de tests psychométriques, des tests de vocation, des tests d'aspiration, comprendre ses forces motrices, comprendre aussi, c'est propre à chacun, mais quels sont les leviers de motivation, quels sont les traits de personnalité, traits de caractère, parce qu'il y a des métiers qui correspondent ou qui ne correspondent pas. Ensuite, l'autre axe, ça va être de recenser éventuellement des compétences qui seraient déjà existantes. Parce que un jeune, il a pu, que ce soit dans ses expériences stage, apprentissage, ou par le biais d'autres expériences extra-professionnelles, mais il a pu aussi cumuler des compétences qui lui sont familières, qu'il aime réaliser et qui peuvent lui être utiles dans une voie. Et enfin, toute une phase d'enquête métier qui est réalisée donc, par ce professionnel de l'accompagnement qui lui est vraiment en phase avec les réalités du marché pour l'aider à trouver vraiment une voie qui soit adaptée à ses vocations, ses aspirations et ses compétences. Et donc pour ce faire après donc, le test de personnalité, vous avez des entretiens individuels. Est-ce que les parents participent à ces échanges ou ça reste réellement un espace réservé aux jeunes ? Alors, dans l'idée, la philosophie du bilan de compétences, c'est un cadre déontologique bien précis où effectivement c'est personnel. Après, bien évidemment, si le jeune est mineur, il peut tout à fait être accompagné de ses parents. Mais l'idée aussi, c'est qu'il n'y ait pas de biais qui viennent finalement lui imposer une voie dans laquelle finalement il ne se plairait pas. Il faut vraiment qu'il parte sur une feuille blanche et puis qu'il puisse lui-même exprimer sa propre volonté, son propre projet. C'était un petit peu ce qu'il y avait en dessous de ma question, puisque finalement, est-ce que c'est quelque chose que vous observez peut-être auprès des jeunes que vous accompagnez, que les parents finalement poussent un petit peu vers certaines voies sans se préoccuper de ce qui anime vraiment leur enfant ? Bien sûr. Alors, bien souvent, c'est animé par des bons mobiles, mais ça peut être les parents, ça peut être les professeurs aussi, qui ont des idées bien arrêtées, qui, parce que l'élève a des bonnes notes en telle et telle matière, va essayer de lui dire il faut que tu ailles dans cette voie. En fait, d'où ma réflexion tout à l'heure sur la curiosité. L'élève n'a que trop peu d'informations à sa disposition pour avoir une connaissance suffisante de tout ce qui peut s'offrir à lui. Donc plus l'élève sera curieux, moins il sera sensible à des biais ou à du forcing que pourraient lui mettre finalement sous les yeux ses parents, ses proches, ses professeurs. Et souvent, vous avez raison, le réflexe, c'est d'aller soit dans la voie de ses parents ou de personnes de sa famille ou de proches. Et on peut passer à côté de voies pour lesquelles on est fait. Donc l'idée, c'est d'encourager le libre arbitre. Vous aidez aussi les élèves à constituer leur dossier d'admission dans des écoles. En quoi consiste cette aide ? En réalité, ça va être du conseil qui est adapté à chacun. Encore une fois, l'idée, c'est qu'une fois qu'on a identifié le métier,
qui est fait pour la personne, à l'image d'un bilan de compétences. On a trouvé le métier, et ben on va mettre en place un plan d'action pour y arriver, étape par étape. Pour arriver à ce métier, en partant de la situation A, ben il faut passer par telle étape, telle étape, telle étape, telle démarche, telle formation. Ben c'est la même méthodologie pour un jeune en réalité. On identifie un métier, on identifie une orientation. Pour y arriver, il faut passer par quelles étapes, quelle formation. Pour accéder à telle formation, il faut remplir quels prérequis. Et donc, c'est un projet, en fait, qui s'active avec un accompagnement. Vous démystifiez aussi peut-être un peu Parcoursup, qui peut être impressionnant pour les élèves. Bien sûr, il peut être impressionnant. Après, encore une fois, l'idée, c'est de le comprendre. Et puis surtout, de ne pas s'arrêter à cette barrière. Parce qu'encore une fois, Parcoursup, c'est une option, mais il y a énormément, en réalité, de choses qu'on peut faire pour évoluer, pour s'insérer dans la vie active. Alors, l'accompagnement que vous proposez aujourd'hui, c'est un accompagnement à distance, en visio, c'est bien ça? Pourquoi avoir fait ce choix du distanciel et non pas d'avoir des rendez-vous en physique, en sachant que quand on est face à des choix d'avenir, on a peut-être besoin d'être entouré? C'est un raccourci qui peut des fois effectivement nous faire arriver à ce type de conclusion, mais tout ce qui est important pour sa vie personnelle, pour son bien-être, que ce soit physique ou mental ou professionnel, ne veut pas forcément dire incompatible avec une personne en face de nous en réel comme on l'est aujourd'hui, vous et moi. Exemple typique, quelqu'un qui voudrait aller, qui voudrait entretenir sa santé, par exemple, se ferait coacher dans une salle de sport. On l'a déjà peut-être tous vécu, on prend un abonnement et en réalité, vu que c'est à distance, bah, on y va une fois et après on n'y remet plus les pieds. Pour beaucoup d'entre nous, ça se produit. C'est un peu la même chose, en fait, quand on veut se faire coacher pour son bien-être professionnel, par le biais d'un bilan de compétences, par le biais d'un bilan d'orientation. L'idée, c'est que ce soit le plus simple possible, qu'on enlève toutes les excuses potentielles, des excuses qui sont lourdes, hein, quand on a une grosse journée scolaire, hein, ben, se déplacer, prendre le métro, prendre le bus. Il n'y a pas la motivation. Pour aller dans un centre, rentrer tard, on a des devoirs derrière. En fait, c'est beaucoup plus confortable et accessible quand c'est depuis chez nous, derrière notre bureau, dans le canapé, derrière notre ordinateur. Et ça n'empêche pas le côté proximité. Au contraire, on est dans une zone dans laquelle on est en confiance, on est chez nous, on est à l'aise. Et ça libère même certaines barrières de relations. Nous, on a pu le voir, en tout cas, à travers le bilan de compétences. Et la majorité des personnes ne l'auraient pas fait si ce n'était pas en distanciel. Eh bien, on va continuer à parler d'orientation, de bien-être, des métiers de demain aussi, mais surtout de comment aider les jeunes à se projeter dans un monde qui change. Mais avant ça, cap sur la planète tech. Internet comme vous ne l'avez jamais vu, c'est l'œil de Dylan Kohler.
voilà de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de notre invité David Epais, fondateur de Sensei, une plateforme qui aide les jeunes à mieux se connaître pour choisir la voie qui leur correspond. On continue à en parler, c'est juste après la chronique d'Etanit Belaïch qui a une idée derrière la tech. Etanit, les jeunes ne s'en cachent plus. Les robots conversationnels basés sur l'intelligence artificielle sont devenus leurs nouveaux alliés. Ils s'en servent pour faire des recherches, pour s'informer ou tricher sur un devoir à la maison, voire même désormais en pleine interro. Et oui, les tutoriels se multiplient sur les réseaux sociaux pour perfectionner leur stratégie. On peut ainsi découvrir sur TikTok toute une méthode pour faire tourner ChatGPT sur sa calculatrice. Première étape, tu passes en mode examen. Du coup, tu appuies sur la touche On, la touche Annuler et la touche Entrée en même temps. Hop, tu vois, et là directement c'est le mode examen. Du coup, tu appuies sur OK et on est parti, ça charge. Là, c'est terminé, donc après, tu n'as plus qu'à faire n'importe quelle touche pour voir si c'est bien en mode examen. Ça doit être en bleu ici, et là aussi, la LED doit être allumée. Ça, c'est-à-dire que tu as un mode examen. En tant que prof, cette année, on a juste reçu l'ordre de juste checker la petite lumière, tu vois. Si ça clignote, il n'y a aucune raison que l'épreuve passe dans les rangs. Donc c'est nickel pour toi, tu pourras passer le bac en toute tranquillité. Tu vois, normalement, pour activer le mode examen, il faut passer par un PC. Mais là, en insérant juste un câble USB sans rien derrière, ça fonctionnera direct. Donc le jour du bac, tu as juste à ramener un embout USB-B comme ça, là, tu vois. Tu ramènes ça, tu la mets dedans, et après, ça fonctionne. Sans PC, nickel. Et en vrai, rassure-toi, c'est pas la triche, j'ai passé le bac comme ça moi aussi, donc c'est juste le jeu. Tu vois, dès que c'est branché, après, t'as plus qu'à attendre environ 10 clignotements ici, et dès que ça sera le cas, et bah, tu vas voir que l'écran va passer directement en gris, et c'est que c'est bon. Ah, tu vois, c'est déjà passé. Donc là, maintenant, c'est passé en pseudo mode examen. C'est magique, c'est que ça simule le mode examen sans être en mode examen, tu vois. La lumière reste allumée quand même. Et maintenant, t'as plus qu'à faire droite, bas, gauche, haut, tu vois. Ensuite, tu vas dans seconde, apps, tu vas dans Python, c'est directement ici, entrée. Et là, tu vois, ça va charger et ça va juste récupérer toutes les applications du plugin, dont ChatGPT. T'as plus qu'à le sélectionner, à le lancer et tu n'auras plus qu'à cliquer sur les lettres vertes directement ici et tu peux écrire ta question et tu auras la réponse qui va défiler. Tiens. Très utile pour les membres de la trichosphère en plein contrôle de maths. Les membres de la trichosphère qui connaissent probablement cette autre technique qui consiste à prendre en photo l'énoncé d'un devoir surveillé et à l'envoyer à l'intelligence artificielle en lui demandant d'y répondre. Alors pour cela, il faut bien sûr un smartphone bien caché quelque part, par exemple dans sa trousse ou sur les genoux, voire, comme vous le voyez, collé sous la table. C'est sans compter la combine des écouteurs. Effectivement, les écouteurs qui permettent d'écouter les réponses de ChatGPT à une consigne d'examen en mode audio et même plus simplement d'écouter des notes vocales enregistrées la veille par les soins des collégiens qui lisent leurs cours à voix haute. Ça, c'est pendant les contrôles, parce que vous le disiez, Lisa, la génération alpha née entre le début des années 2010 et le milieu des années 2020 cède beaucoup de l'IA à la maison pour faire ses devoirs. Cela se reconnaît notamment au style d'écriture ou aux références, même si là encore les ados rusent et demandent à l'intelligence artificielle d'écrire avec des fautes ou dans le style d'un ado de 13 ans. Regardez cet internaute recommander à une jeune tricheuse son outil génératif pour ne plus se faire taper sur les doigts par son prof. Non, le professeur a remarqué que j'ai utilisé ChatGPT. Regardez les gars, c'est horrible. Tu aurais dû tout simplement utiliser Aitor. Tu peux lui demander de te rédiger n'importe quelle dissertation. En plus, tu peux choisir combien de pages et surtout le style, par exemple analytique. Et quelles sont les solutions imaginées par les enseignants pour faire face à ce phénomène ? Alors, sac au fond de la salle, téléphone confisqué avant le début de l'évaluation, écouteurs interdits ou obligation d'avoir les oreilles dégagées comme lors d'un examen officiel. Voilà quelques pistes expérimentées par les profs qui s'appuient aussi sur leur connaissance des élèves pour repérer des attitudes ou des phrases incohérentes. Il y a aussi, j'imagine, des détecteurs d'IA qui entrent en jeu. Vous en connaissez peut-être quelques-uns, Compilatio, Turnitin ou Urkund, mais leur fiabilité est largement discutée puisque nombre de ces détecteurs produisent des faux positifs et accusent des élèves innocents de triche. Plus de 20 universités américaines de premier plan, dont Harvard, le MIT ou encore Stanford, déconseillent donc explicitement l'utilisation de ces outils, tout comme l'Éducation nationale qui a lancé une alerte similaire. C'était au mois de juin. Dans ce contexte, le ministère de l'Éducation appelle les directions à repenser la manière d'évaluer les collégiens et les lycéens. Et puis on le rappelle, tricher c'est mal et les fraudeurs s'exposent à des sanctions qui peuvent aller du blâme à l'interdiction de participer à tout examen de l'Éducation nationale pendant 5 ans. Merci beaucoup, Etanit Belaïch. On poursuit nos discussions dans la seconde partie du talk. Bon, et puisque nous sommes des humains en plateau, durant cette petite pause, Etanit a elle-même réfléchi à une petite question, une interrogation. Je vous laisse prendre la parole. Effectivement, j'ai un petit peu l'impression que votre objectif, c'est de remplacer les conseillers d'orientation dans les collèges-lycées.
Alors, les remplacer, non. Mais c'est vrai que, comme je pouvais l'évoquer tout à l'heure, il y en a trop peu. Il faut savoir que dans certaines zones, un conseiller d'orientation a à lui tout seul la responsabilité de plusieurs établissements et il n'a que quelques heures à accorder par semaine à chaque établissement. Et en réalité, c'est beaucoup trop peu pour apporter un conseil de valeur et précis à chaque collégien ou lycéen. De plus, comme j'ai pu aussi le dire tout à l'heure, tous ces professionnels encadrants sont, pour certains, assez éloignés, malheureusement, de la réalité du marché du travail, pour une raison qui est toute simple. C'est qu'il y a 2 ministères, celui de l'Éducation nationale et celui du travail, et les passerelles ne sont que trop peu existantes entre ces 2 ministères. Et nous, notre proposition, c'est justement de venir créer des passerelles, casser un petit peu les murs et travailler entre ces 2 écosystèmes qui ont leur propre organisation pour que le pont, cette fois-ci individuel, qu'a à franchir un lycéen ou un collégien vers le monde du travail par la suite, soit beaucoup plus simple. Alors pour revenir sur votre méthode donc, qui transpose le bilan de compétences à l'école, combien de temps dure cet accompagnement ? Ces accompagnements peuvent durer de quelques heures, quelques heures d'entretien, on va dire entre 2 et 4 à environ 15 heures d'entretien, mais qui vont être lissées par contre dans le temps, parce qu'il va y avoir besoin de faire des recherches, travail individuel déjà pour apprendre à se connaître, mais pour apprendre à savoir ce qui se passe aussi sur le marché du travail. Et donc ça peut être étalé sur 1 à 3 mois. Alors quels résultats observez-vous à l'issue de ces bilans ? J'imagine qu'ils sont quand même positifs, sinon vous ne seriez pas là après plusieurs années d'activité. Bien sûr, d'ailleurs on a fait paraître une étude qui a été co-réalisée par un cabinet sondeur d'études d'impact, le cabinet Archipel. On a publié notre étude au mois de septembre sur donc, les 20 000 personnes accompagnées. Et les bénéfices sont assez extraordinaires. On se rend compte que 91% des personnes questionnées estiment avoir retrouvé confiance en eux. 96% estiment avoir les idées bien claires et un projet bien concret à réaliser. Autre pan important qui touche aussi les jeunes, c'est la santé mentale. 79% des personnes questionnées estiment avoir vu de nettes améliorations sur leur santé mentale et beaucoup de personnes qui étaient prises en charge pour des problématiques de santé mentale avant le bilan en sont sortis dans les 6 mois après le bilan. Donc on se rend compte vraiment que ce travail d'introspection a vraiment beaucoup de vertus. Alors le MEDEF est plutôt favorable au fait de rendre obligatoire le bilan d'orientation, j'ai envie de dire, quelque part avant le bac. Est-ce que vous l'êtes aussi ? Bien sûr, c'est une mesure aussi qui a été proposée par nos voisins belges pour instaurer un bilan de compétences obligatoire en sortie de secondaire, pour venir encore une fois canaliser et orienter correctement sur un projet concret. On y est favorable. Bien évidemment, il faut transposer. L'idée, c'est pas de faire un bilan de compétences qui, encore une fois, je le rappelle, mais est à destination principalement d'actifs. C'est de s'inspirer de cette méthodologie qui fonctionne pour l'appliquer effectivement au sein des écoles, en s'inspirant des grands principes, donc de la méthodologie métier, mais également, ce que nous proposons aussi, c'est d'ouvrir à des entreprises peut-être privées ou publiques, mais qui travaillent dans l'accompagnement professionnel, que ce soit ces personnes peut-être qui puissent travailler auprès des jeunes pour mélanger les 2 mondes. Vous vous inquiétez aussi, je crois, des dernières nouvelles en termes de politique pour l'orientation ? Oui, effectivement, avec tout ce qui se passe en ce moment, il y a le budget donc, qui est voté. Et effectivement, dans les lignes de dépenses finalement de l'État, donc d'accompagnement qui est proposé aux personnes, il y a beaucoup de restrictions. Et par exemple, envisager d'exclure le bilan de compétences du financement CPF, par exemple, à partir de l'année prochaine. Et on se rend compte que nous, à notre niveau, retour terrain, ça pourrait être vraiment une grosse erreur, dans le sens où le bilan de compétences est aujourd'hui la seule et unique chance qu'ont les personnes de reprendre leur avenir professionnel en main. Et pour les jeunes, on l'observe, des jeunes de 20 à 35 ans, c'est environ 30% des personnes qu'on accompagne. Pour elles, c'est aujourd'hui une des seules chances aussi à leur portée de droit à l'erreur qui est entre leurs mains. Ça veut dire qu'elles se sont trompées dans leur orientation. Malheureusement, elles ont suivi soit la direction des parents, soit l'avis de professeur, soit tout simplement un manque de connaissances sur les possibilités. Elles sont parties dans une voie. Et nous, déjà au bout d'1 ou 2 ans, on a des personnes qui se tournent vers nous en mode SOS, aidez-nous, il faut qu'on fasse un bilan de compétences, on est perdu. Et peut-être que c'est
1 année, 2 années de travail qui leur auront permis de cumuler suffisamment de droits pour se financer un bilan de compétences. Souvent, quand on démarre dans la vie active, on a des revenus qui sont aussi modestes. Et donc aujourd'hui, voilà, tout ce qui se trame en ce moment, il y a d'autres sujets, notamment sur l'apprentissage aussi, qui sont envisagés dans ces mesures, peuvent vraiment porter préjudice aux jeunes pour leur orientation et leur insertion dans le monde du travail. Donc restons attentifs à ces sujets-là et puis n'hésitons pas à faire entendre nos voix et nos avis et tous les auditeurs aussi qui n'hésitent pas. Eh ben, en tout cas, le message est passé pour aujourd'hui. La grande difficulté, c'est aussi de forcément se projeter dans un monde où les métiers de demain n'existent pas forcément, alors que le numérique et les IA génératives changent la donne. Comment adapter l'orientation à un monde où, en grande partie, les métiers, justement, n'existent pas encore? Eh bien, en faisant de l'intelligence artificielle notre meilleur allié. Aujourd'hui, on peut vraiment s'en aider comme un assistant personnel qui peut être notre coach personnel du quotidien pour challenger nos compétences, challenger notre métier. On est d'ailleurs, nous, en train de concevoir un dispositif qui s'inspire du bilan de compétences, mais qui permet à une personne, une fois qu'elle a compris ses compétences, qu'elle les a recensées, qu'elle a compris ce qu'on attend d'elle sur son métier, en autonomie, très régulièrement, grâce à l'intelligence artificielle, d'essayer de comprendre les transitions qui l'attendent dans son métier, et de pouvoir s'y préparer en s'auto-prescrivant quelque part un plan de compétences, de formation sur les mois et années à venir. L'IA peut vraiment nous permettre ça, d'identifier les futures transitions. On parlait beaucoup de transitions numériques à l'époque. On parlait juste d'Internet et des outils digitaux. Aujourd'hui, cette transition elle est loin d'être terminée puisque l'IA vient se greffer à ce sujet. Et effectivement, elle va prendre une part plus ou moins importante, mais dans chaque métier. Donc aujourd'hui, c'est important d'arriver à la comprendre, à en faire un allié et de voir comment elle peut elle-même nous aider à monter en compétence pour l'évolution de son métier. Allez, j'ai envie qu'on termine sur une petite question un peu plus philosophique pour les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui. De votre regard et avec votre expérience, vaut-il mieux choisir un métier pour les perspectives d'avenir qu'il offre, pour la stabilité économique par exemple, qui peut être rassurante, ou un métier qui nous parle même si la voie semble être un peu bouchée? Alors, je vais peut-être faire une réponse qui est très démagogique. Mais les deux. Ce monde existe, le monde dans lequel on peut concilier les deux. Bien sûr, il faut être un petit peu pragmatique, un petit peu réaliste, pas trop gourmand, mais à la fois, il faut avoir de l'ambition. Et en fait, on peut concilier tout ça grâce justement à des accompagnements bien précis, mais on peut réussir à trouver un métier à la fois qui a de l'avenir et des débouchés. On n'est pas obligé de s'engager dans un métier sous tension et faire de la restauration ou de l'hôtellerie pour être sûr d'avoir du travail, même si c'est des très beaux métiers, je ne veux pas les dénigrer. Par contre, on peut aussi bien évidemment activer ses forces motrices, il faut déjà les comprendre, mais savoir ce qui nous pousse, comme je le disais en introduction, à nous lever le matin, et ça c'est propre à chacun, et ensuite trouver le métier dans lequel il y a du besoin sur le territoire, mais adapté à cette force motrice. Et là, on a tout gagné. Bon, ce qu'on retiendra de cette émission, c'est que trouver sa voie, c'est d'abord apprendre à se connaître et peut-être à accepter que nos parcours soient multiples. L'école du futur, c'est ça, c'est aussi celle qui aide chacun à tracer non plus son, mais ses chemins. Merci beaucoup, David Epée, d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes fondateur de Sensei. Merci également à Ethanit Belaïch pour sa chronique. On se retrouve très vite sur ce plateau. Merci aussi aux équipes en régie, à Édouard Degnaud d'avoir produit cette émission. Et surtout, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain à 12h30 sur School TV. D'ici là, portez-vous bien.